Merci beaucoup, monsieur le délégué général. Cher Éric, je salue, même s'ils ont dû nous quitter, le président Laurent Lafont et le député Jérémy Patry-Létus, que je retrouverai tout à l'heure pour inaugurer les travaux de la commission d'enquête qui a été engagée récemment. Donc je ne vais pas déflorer le sujet. Je suis sensible aux mots de soutien et aussi aux invitations à l'évolution. Nous avons tous besoin de parlementaires qui effectivement soient à l'écoute, joue pleinement leur rôle. L'ARCOM est au service de la loi qui lui a confié des missions. C'est important d'être en dialogue et à l'écoute permanent de ce que les représentants de la nation ont à nous dire. Mesdames et messieurs les présidents, directeurs généraux de chaînes, chers amis, merci beaucoup de m'avoir invité à conclure ces rencontres annuelles de l'Access, marquées par la présentation du manifeste des chaînes thématiques, un document qui pose avec beaucoup de clarté les enjeux auxquels vous êtes confrontés et qui témoigne de vos préoccupations, de votre détermination, de la force de conviction, la pugnacité, parfois, souvent, de votre délégué général que je salue ici. Je voudrais vous redire, c'est aussi pour ça que je suis ici, l'attachement qui est celui de l'ARCOM aux chaînes thématiques, un attachement qui n'est pas uniquement lié aux apports historiques à la culture télévisuelle de vos chaînes. Je fais partie de la génération MTV qui a en quelque sorte un peu découvert la côte ouest aussi à travers les clips et les émissions musicales. D'autres ont découvert des formes d'humour télévisuel nouvelles à travers Comédie. Paris Première, un monument de notre paysage audiovisuel, fêtera son 40e anniversaire dans quelques semaines, quelques mois. Voilà, donc un attachement qui est historique, mais qui est aussi un attachement à ce que vos chaînes continuent d'apporter à notre écosystème, à notre offre audiovisuelle, par la diversité des thématiques couvertes par vos quelques 115 chaînes, par la qualité des contenus. On peut tirer un petit coup de chapeau au succès public et critique de la série Follow, qui a été financée et diffusée par 13e Rue. Un apport qui alimente également le financement de la création, avec des investissements substantiels, 9 millions d'euros pour l'audiovisuel, 21 millions pour le cinéma retenu au titre des obligations de 2024. Et évidemment, c'est en attendant l'arrivée dans le bilan 2025 des chaînes Canal+, qui vont intégrer l'univers CapSat. Une contribution enfin au rayonnement et au soft power français, avec de nombreux succès à l'export, comme ceux de Trace TV, présente dans 180 pays, de Mezzo ou des chaînes du groupe Secom. Cet attachement, je crois que c'est un des points que relève votre manifeste, est partagé par le public, avec 77% des Français qui regardent une chaîne thématique chaque mois, ce qui, dans le contexte d'hyper-offre concurrentielle que nous connaissons, avec donc une offre de contenu quasi illimitée, est une performance. C'est aussi l'expression d'une envie et d'un besoin de linéaire. Bien sûr, il y a le confort de l'accès non linéarisé auquel le public est sensible, mais il y a aussi un besoin d'éditorialisation de contenu professionnel, ce qui donne des gages de sérieux, de fiabilité, de confiance, en complément ou en substitut d'un choix infini et en apparence libre, mais une liberté face à l'immensité qui peut susciter une forme de fatigue, de lassitude, ou conduire l'utilisateur à se laisser enfermer par une forme de paresse dans ses préférences, sans prise de risque ni découverte. La force du linéaire, elle est particulièrement forte, évidemment, pour le sport, et c'est ce que démontre la bonne santé des chaînes thématiques sportives et le lancement très prometteur de Ligue 1+. C'est vrai aussi pour d'autres thématiques comme le patrimoine ou l'animation jeunesse. On pense évidemment aux soucis de protection que les parents peuvent avoir en laissant leurs enfants devant des programmes éditorialisés et offrant plus de garanties de sécurité que la masse indéterminée du numérique. Et puis, évidemment, il y a dans les chaînes thématiques une dimension économique pour le public qui n'est pas négligeable. Le rapport entre la qualité et la quantité de la qualité et le prix à un moment où les services payants font progresser, augmenter le prix de leurs offres. Donc, il y a toute une série d'atouts qui ont existé historiquement, qui continuent à avoir toute leur place dans l'univers numérique, mais aussi des difficultés qui s'accroissent, qui sont très sérieuses, y compris pour celles de vos chaînes qui sont adossées à de grands groupes,
avec, pour une part, des causes communes à toutes les chaînes linéaires, l'attractivité des offres des SMAD, de plus en plus celle des contenus des plateformes de partage de vidéos sur, je dirais, l'objet central de consommation qu'est le téléviseur. Ça, c'est un peu du côté du public. Et puis, du côté de l'offre, de vos conditions d'action, des difficultés croissantes à obtenir des accords avec les distributeurs, le poids des asymétries réglementaires, le recul du marché publicitaire et le piratage. On voit bien sûr que les changements à l'œuvre sur l'échelon de la distribution, comme le développement de l'accès OTT, c'est vrai pour vos chaînes, mais c'est vrai aussi pour la multitude de chaînes FAST, ou encore, et peut-être encore plus, les questionnements sur la réduction du nombre de FAI et les conséquences concurrentielles que cela peut avoir, vont avoir un impact spécifique pour vos chaînes, spécifique aux chaînes thématiques, puisque votre existence dépend précisément des revenus de distribution. Ces difficultés se traduisent par un recul préoccupant du chiffre d'affaires des chaînes payantes, une réduction de l'offre avec des recompositions stratégiques, la fermeture au cours des 2 dernières années de Ciné+ Premier, d'OCS Pulp, d'OCS Géant, la recomposition de l'offre Disney, les fermetures annoncées de chaînes Paramount en France, la disparition de services indépendants comme Vivi TV, Connaissance du Monde, Mensub TV. On pourrait ajouter à ces conséquences, ou comme illustration, la réduction du nombre de services assujettis aux obligations de production, qui est passé de 48 en 2021 à 33 en 2025. Ça fait moins d'obligations, mais c'est plutôt, je dirais, pour de mauvaises raisons, plus que pour de bonnes raisons, donc il n'y a vraiment pas lieu de s'en réjouir. Nous sommes à l'Arcom parfaitement conscients de ces difficultés qui ont tendance à s'intensifier, et nous sommes tout à fait disposés, dans la limite de ce que la réglementation, la législation nous autorise à faire, à vous accompagner, à vous aider. C'est ce que nous faisons en consacrant une priorité à la lutte contre le piratage, en particulier le piratage sportif, qui, on l'oublie, peut-être est une compétence de l'Arcom depuis 2022 seulement. Depuis 2022, nous sommes parvenus à faire bloquer plus de 10 000 sites, dont 5 000 au cours des 6 derniers mois. Donc il y a une accélération, une intensification grâce aux accords que nous contribuons à faire conclure avec les fournisseurs d'accès à Internet, avec les intermédiaires techniques et les titulaires de droits sportifs. Ce sont des résultats encourageants et on observe une baisse globale de la consommation illégale, mais ça reste encore très largement insuffisant. Et l'enjeu, désormais, c'est de généraliser le blocage IP, comme le font de nombreux pays européens. Nous avons là aussi obtenu un accord entre fournisseurs d'accès à Internet, titulaires de droits, pour faciliter le blocage IP, mais nous avons besoin que le cadre législatif évolue. C'est le sens de la proposition de loi sur le sport de Laurent Lafon et Michel Savin, qui a été adoptée au Sénat à l'unanimité, qui demande maintenant à être reprise par l'Assemblée. Je crois que c'est important que nous puissions tous œuvrer en ce sens pour que nous ayons les moyens d'industrialiser en quelque sorte notre combat contre le piratage. Un combat contre le piratage qui évidemment est une réponse partielle au problème que rencontre une partie d'entre vous seulement, mais c'est une réponse importante et elle est prioritaire pour nous. Et puis par ailleurs, la puissance, l'ampleur des évolutions auxquelles nous faisons face nécessite pour nous d'anticiper plus largement sur l'évolution de l'avenir du média télévisuel, à partir de l'évolution de la TNT, qui en est quand même la base, le socle pour tout le paysage, mais pour l'ensemble du paysage. Et c'est l'objet de la réflexion que nous avons annoncée en septembre. Une démarche de concertation qui doit conduire à la publication au printemps 2027, idéalement donc quelques semaines avant les grandes échéances législatives, peut-être avant une discussion d'une grande loi audiovisuelle qui doit conduire à la publication d'un livre blanc qui concernera tous les médias susceptibles d'être visionnés, consommés sur un téléviseur, en particulier donc les chaînes CabSat, soumises aujourd'hui à des obligations finalement pas si lointaines de celles des chaînes TNT et directement concernées par les bouleversements du marché de la distribution, dont la régulation mérite donc aujourd'hui d'être repensée. Cette réflexion nous conduira à nous intéresser de près à tous les modèles économiques des médias télévisuels et on s'intéressera en particulier plus spécifiquement à celui des chaînes CabSat, à celui des chaînes thématiques qui fera l'objet d'une étude spécifique dont je peux vous confirmer le principe ce matin.
Nous serons également appelés à nous interroger sur le maintien d'un certain nombre d'asymétries réglementaires, ainsi que sur la pertinence d'un cadre réglementaire qui est historiquement très stratifié pour des raisons liées à la structuration du marché audiovisuel depuis 30 ans, mais qui aujourd'hui est confronté à une hybridation croissante des offres et des services à la faveur du développement d'applications, d'édition et de distribution à plusieurs dimensions linéaires, non linéaires. Tous ces sujets, évidemment, au bout du compte, relèvent de la compétence du législateur, du pouvoir réglementaire pour les décrets. Mais ce que nous nous proposons de faire, c'est de mesurer, de documenter ces phénomènes, ces évolutions, pour nourrir les réflexions et peut-être fonder les décisions que pourront prendre le législateur, le pouvoir réglementaire, le moment venu. En attendant, évidemment, nous continuerons à faire respecter le cadre actuel, la réglementation actuelle, avec, je crois, le pragmatisme et la souplesse dont nous savons faire preuve et dont nous avons que nous nous sommes efforcés de montrer au cours des 2 dernières années. Je précise pour conclure que nos travaux de réflexion s'échelonneront tout au long de l'année 2026 et que nous serons conduits à veiller à leur articulation avec d'autres réflexions nationales, européennes, que vous avez dû évoquer ce matin, sur la TNT et sur l'avenir de la diffusion hertzienne, sur la révision de la directive sur les services de médias audiovisuels, en particulier le concept de service d'intérêt général, et sur l'intégration des plateformes de partage de vidéos dans cet univers pour créer des conditions de concurrence plus équitables. L'objectif du livre blanc sera donc de prendre le temps de préparer sérieusement et le plus sereinement possible ces échéances importantes qui se profilent à partir de 2027, tout en apportant à tous les acteurs, et vous en particulier, le maximum de visibilité dans un contexte qui est difficile. C'est, je crois, le moins que l'on puisse faire, et c'est notre ambition. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour nourrir ces travaux. En attendant, merci beaucoup de votre accueil. Bravo pour ces journées et je crois la richesse de ces échanges. Bravo pour votre engagement au service de la diversité, de la créativité et de la qualité du média télévisuel. Très bonne journée à tous.